Bravo, tu t'es pas gourée Isabelle là. Et en plus il y a un truc que je savais pas. Ils vont bien ensemble les deux. Ils sont fans d'Abba, tous les deux. Bon, alors, avant d'écouter Madame la députée, ici sur la 5e circonscription du Calvados, moi je mesure la chance que j'ai de pouvoir voter pour une femme en qui j'ai confiance, qui est une députée exemplaire depuis 2012. Selon les classements objectifs, preuve à la pluie, c'est une des députées les plus assidues à l'Assemblée nationale et aussi la plus influente de Normandie. Fidèle à ses engagements, intègre, courageuse, libre, innovante, ancrée dans l'intérêt général. Et en plus, c'est mon amie. Et si vous saviez comme j'en suis fière. Mesdames, Messieurs, Isabelle Attard. Bonsoir à tous. Bonsoir, bonsoir. Est-ce que vous allez bien? Oui. Bon, c'est déjà ça. Est-ce que vous vous souvenez comment vous vous sentiez il y a 5 ans au lendemain des élections législatives? Moi, je vais vous dire comment je me sentais à ce moment-là, lorsque j'ai été élue députée il y a 5 ans. J'étais élue au sein du premier groupe écologiste de l'histoire de l'Assemblée nationale. Et ça, franchement, j'en étais extrêmement fière. Ce jour-là, pour aller même plus loin, je me sentais plutôt comme ça. Mais vraiment comme ça. Super députée dotée de super pouvoirs. Je me disais, c'est formidable. Je vais pouvoir faire des belles choses au sein de cette majorité. J'étais pleine d'optimisme, ultra motivée, enthousiaste. Alors, même si j'étais pas dupe, je savais que François Hollande, il n'était pas super à gauche et que François Hollande, il n'était pas non plus franchement écologiste. Mais ça a plutôt bien commencé. Avec mes camarades écologistes, on savait qu'on allait jouer très probablement le rôle de poil à gratter pour infléchir la politique de cette majorité, pour qu'elle prenne plus en compte les questions environnementales qui nous étaient chères. Cette photo, par exemple, a été prise le 16 novembre 2012 à Notre-Dame-des-Landes. Effectivement, des jours comme celui-là, on se dit les élus écologistes, ça sert à quelque chose. Et j'étais très fière de porter l'écharpe tricolore aux côtés de mes compagnons de route. Puis, en allant un peu plus dans le temps, nous sommes le 23 avril 2013, le jour de l'adoption définitive du projet de loi ouvrant le mariage pour tous. Je me souviens très très bien. Ce jour-là, effectivement, j'avais des frissons sur les avant-bras parce que nous venions de voter ce texte extrêmement important. J'avais vraiment le sentiment d'avoir participé à un événement historique, et cela malgré des semaines et des semaines de débats nauséabonds dans l'hémicycle. Mais je savais qu'effectivement, on avait tous collectivement réussi à faire avancer notre société dans le bon sens. Mais arrive l'automne. Je vais vite dans le temps. 9 septembre 2013, je participe à l'une des nombreuses manifestations contre le projet de loi censé garantir l'avenir et la justice du système de retraite. Donc j'en ai fait un grand nombre de manifestations contre ce projet de loi, rencontré beaucoup de gens, beaucoup étaient mobilisés et l'ont fait savoir dans la rue. Et heureusement, voyant la forte mobilisation des citoyens et des nombreux élus pendant plusieurs mois, le gouvernement a décidé de retirer son projet de loi et a lancé une grande concertation. Il a mis en place des conventions de citoyens pour étudier et réécrire le texte. Et cela a permis, au bout de plusieurs mois d'un débat passionnant, d'aboutir à une réforme sensée et respectueuse de tous, basée sur l'intelligence collective. Bon, en fait, non.
En fait, non, ça ne s'est pas du tout passé comme ça, vous le savez, vous le savez. En fait, ce projet de loi rétrograde du gouvernement a été adopté malgré l'opposition de la rue, et cette réforme n'était évidemment pas au programme de François Hollande. Et moi, voyant qu'Europe Écologie Les Verts, malgré cela, s'obstinait à garder ses ministres au gouvernement et à poursuivre dans la ligne de la majorité socialiste, j'ai décidé de quitter mon parti pour aider à en créer un nouveau. Ce fut, à ce moment-là, mon premier acte fort d'opposition à la politique menée par François Hollande, et pour ceux qui suivent, ce n'était qu'un début. Je vous rappelle, on est en septembre 2013. Donc voici quelques exemples emblématiques. 10 juillet 2015, adoption définitive de la loi Macron à coup d'article 49.3. Alors franchement, en juin 2012, je n'ai pas été élue pour qu'on contourne le Parlement de cette façon. Et j'ai donc voté, en mon âme et conscience, une motion de censure du gouvernement Valls. Je vous rappelle juste pour information que c'est cette loi qui a mis en concurrence la SNCF, entre autres, avec de nombreuses sociétés de transport, et que nous avons abouti finalement à ubériser les transports en commun. Et aujourd'hui, 2 ans plus tard, les sous-traitants de la SNCF exploitent leurs salariés, les sous-payent. Les conséquences sont claires et sans appel. Liquidation d'entreprises, chômeurs supplémentaires et situation hyper précaire. Et aujourd'hui, grâce à cette loi, il est plus difficile pour les salariés de saisir les prud'hommes. Et il n'y a pas que moi qui le dis. Je passe dans le temps, 24 juillet 2015, la loi renseignement est votée. Convaincue, et je le suis toujours, que c'est une grave atteinte à nos libertés, je l'ai combattue de toutes mes forces dans l'hémicycle. Je m'y suis opposée pendant de longues heures de débat, et je me suis fait un nouvel ami, Bernard Cazeneuve. Bernard, si tu m'entends. Il entend tout. 4 décembre 2015, abandon définitif du projet du grand barrage de Sivins. Gâchis monumental. Après 4 ans de lutte et de manifestation, et la mort de Rémi Fraisse, qui aurait pu être évitée, n'en déplaise à Bernard Cazeneuve. Je rappelle juste pour information que l'idée de ce grand projet, de ce grand barrage, date de 1989. Notre-Dame-des-Landes date de 1963. Ces projets datent d'une autre époque, d'un autre temps. Je suis pour, en ce qui me concerne, pour des projets vraiment innovants, vraiment respectueux de notre environnement, et je sais que c'est possible. Nous avons d'autres exemples de grands projets inutiles à côté de chez nous, pas besoin d'aller très très loin. À quelques dizaines de kilomètres, nous avons l'EPR de Flamanville, dont le budget a été multiplié par 3 depuis le début, pour atteindre aujourd'hui plus de 10 milliards d'euros. Ce chantier, pour information également, a déjà pris 6 ans de retard. Je vois qu'on s'obstine vraiment, mais à quoi bon? Je ne sais pas s'il n'y a que le Premier ministre, l'ancien Premier ministre japonais, qui ait tiré des leçons de Fukushima, et je pense que nous devrions aussi tirer des leçons de cette catastrophe et des précédentes. Autre exemple, la construction d'Inter Ikea à Fleury-sur-Orne, alors là on est tout près, ou alors, pour ceux qui ne sont pas encore au courant, le groupe Auchan prépare un projet démentiel qui s'appelle Europa City à côté de Roissy, le plus grand centre commercial et de loisirs que vous avez jamais vu. Comme quoi on doit être vraiment très riche en France puisque nous avons besoin de nouveaux centres commerciaux. Je propose que nous arrêtions tout simplement cette course effrénée à la construction de nouvelles zones commerciales au détriment, tout d'abord, des zones et des terres agricoles. Autre avancée dans le temps, pour se rapprocher de nous aujourd'hui, 21 juillet 2016. Nouveau recours à l'article 49.3, cette fois pour faire passer la loi travail, inspirée de M. Macron également. Sur cette photo, je suis avec quelqu'un qui m'est cher, Philippe Noguès, député du Morbihan, aujourd'hui ancien socialiste et qui n'a plus de parti comme moi. Nous avons été effectivement des millions à manifester contre la loi travail, à signer une pétition, plus d'1 million de signataires, à nous rendre certains soirs place de la République pour débattre, et plus intéressant encore,
pour repenser notre démocratie. Mais le gouvernement a réussi à épuiser, on va dire, les ressources physiques des manifestants et à contourner l'Assemblée nationale, encore une fois, avec ce fameux 49.3, très utilisé pendant ce mandat. La loi est passée et nous en avons déjà les conséquences désastreuses. Mais bon, je n'ai pas été que dans l'opposition. Au départ, ça commençait bien, hein, la rétrospective, mais après, c'est vrai que j'ai souvent dit non. Mais j'ai aussi proposé. Proposé parce que face à la loi travail, j'ai déposé avec une vingtaine d'autres députés de tout groupe parlementaire confondu, hormis républicains, une contre-proposition de loi pour protéger et équilibrer le temps de travail. Parce que oui, c'est possible d'alléger le code du travail tout en protégeant les salariés et tout en modernisant notre façon de travailler. Il faut juste s'en donner un petit peu les moyens. Ce texte, finalement, cette proposition de loi, elle est issue des recherches d'un groupe de travail, le GRPACT, composé de chercheurs, d'universitaires spécialistes en droit du travail. Et c'est complètement l'opposé de la loi El Khomri. Sauf qu'elle est là. Cette proposition de loi, elle est sur la table, elle est rédigée, elle est disponible. Et je peux vous assurer que lorsque je serai élue à nouveau, je la déposerai à nouveau. En tout cas, j'essaierai de la mettre en débat pour que nous puissions avancer sur le sujet et montrer qu'il n'y a pas qu'une seule façon de moderniser le Code du travail en rétrogradant. Ne nous faisons pas d'illusions, Emmanuel Macron et son Premier ministre, les Républicains, ne s'arrêteront pas là. Il suffit de regarder l'actualité et ce fameux document de travail de Matignon, rédigé avant le 17 mai, mais document de travail de Matignon quand même, qui a fuité dans la presse cette semaine. Regardez ce qu'il y a dedans, je vous encourage à le faire, et regardez ce qui se prépare. Tout se négociera au sein de l'entreprise. Contrat de travail, motif de licenciement, nombre de renouvellements de CDD. Est-ce que c'est vraiment ça qu'on veut? Est-ce qu'on désire tous, finalement, créer autant de codes de travail qu'il existe d'entreprises dans notre pays? Et est-ce que les droits des salariés doivent finalement dépendre du degré d'humanisme du patron? Ce projet de loi sera étudié apparemment dès le mois de juillet par les députés et je l'espère par moi aussi. Mais que se passera-t-il si Emmanuel Macron parvient à obtenir une large majorité de députés Godillot à l'Assemblée nationale? Ce petit film que nous avons regardé précédemment était extrêmement éclairant sur le sujet, avec une opposition si minoritaire qu'elle n'aura aucun moyen de contrer ces réformes qui s'annoncent désastreuses. Et pour mieux comprendre finalement les enjeux qui sont devant nous, il suffit de regarder du concret. Et le concret, c'est ce qui s'est passé à quelques kilomètres de notre pays, en Italie. Parce que la loi travail italienne a servi d'inspiration pour la nôtre. Et donc, nous avons un recul, puisqu'elle a été votée il y a 5 ans maintenant. Le bilan est catastrophique, et je vous encourage à regarder le monde diplomatique de plus près. Plus de 40% des jeunes au chômage, CDI. Alors, le CDI italien s'appelle à protection croissante, ce qui signifie que les CDI peuvent être arrêtés n'importe quand, pendant les 3 premières années, sans motif. Passionnant. Il propose également, ce projet de loi italien proposait également déréglementation de l'usage des CDD, augmentation galopante de la précarité des salariés. C'est le résultat de cette loi. C'est du concret, ce sont nos voisins. Et c'est effectivement ce qui nous attend si nous leur laissons le champ libre. Enfin, pour finir cette rétrospective d'un mandat, vraiment rapide comme rétrospective, pendant de longs mois, pendant la COP 21, nous étions en décembre 2015, il y a eu, pendant les manifestations contre la loi El Khomri, le mouvement Nuit debout, effectivement, les manifestations contre la COP 21, j'ai dénoncé avec force le détournement de l'état d'urgence et les violences policières qui ont suivi, utilisées uniquement pour casser les mouvements sociaux et les manifestations écologistes. C'est d'actualité, l'état d'urgence est censé passer dans la loi. Alors, résultat des courses, on se retrouve avec un quinquennat qui a profondément déçu les électeurs. Alors, ils avaient de grandes attentes, j'avoue que moi aussi,
peut-être vous aussi. On en voit les conséquences aujourd'hui avec le résultat de la présidentielle, avec le score de Marine Le Pen au second tour, et un président actuel qui brouille les cartes en piochant à gauche, à droite et surtout à droite. Et moi je me retrouve, comme aime à le rappeler François Ruffin, directeur de Fakir et candidat à Amiens, je me retrouve avec l'étiquette SPDT, ça veut dire sans parti du tout. Alors on peut se poser deux questions. La première, c'est comment en est-on arrivé là? La deuxième, comment en suis-je arrivé là? Alors on va commencer par la deuxième question, parce qu'on me taxe souvent de girouette. Je suis sûre que ça, vous l'avez entendu au moins une fois dans la campagne, Isabelle Attard, girouette. Alors revenons sur la définition précise, parce que j'aime bien quand c'est précis, de la girouette. Alors c'est un nom féminin, instrument muni d'une flèche, mobile sur un pivot, placé au sommet d'un édifice pour indiquer la direction du vent. Alors d'accord, ensuite, c'est aussi une personne changeante, inconstante, versatile, dans ses opinions ou ses avis, une girouette politique. Avec des définitions comme ça, on est tranquille. Est-ce que c'est moi? En fait, je crois pas. Mais ça serait peut-être plutôt le genre d'un candidat qui aurait, je mets ça au conditionnel parce que des fois j'ai des doutes, qui aurait déclaré « Mon adversaire, c'est le monde de la finance ». Et puis, qui, une fois élu à la plus haute des fonctions, ne ferait pas grand-chose contre les paradis fiscaux, l'évasion fiscale, la séparation des banques de dépôt et d'affaires, et j'en passe. Et très sincèrement, toute ressemblance avec une personne ayant réellement existé est voulue. Donc, pour ma part, n'en déplaise à certains, je n'ai jamais dévié. J'ai respecté pied à pied les engagements pris devant vous en 2012. Et justement, c'est là que ça fait intéressant, pour pouvoir les respecter, tenir bon, j'ai quitté Europe Écologie Les Verts pour rejoindre No Vilden, puis, face à l'échec de cette tentative de créer un parti différent, pourtant sur de bonnes bases, j'ai tout simplement quitté définitivement les partis politiques. Donc pour moi, c'est pas ça, être une girouette. Au contraire, j'ai résisté le plus possible au vent, gardé le cap. Je n'ai pas renié mes idées et je n'ai pas retourné ma veste. J'ai essayé, par contre, j'ai vraiment essayé de trouver des solutions pour pouvoir continuer à défendre coûte que coûte les idées et les valeurs pour lesquelles vous m'avez élu. Bon, assez parlé de moi, parce que la véritable question, c'était comment on en est arrivé là, à un tel quinquennat et à la situation politique actuelle. Alors donc, je vais vous donner quelques indices. Corruption, clientélisme institutionnalisé, dysfonctionnement des institutions, mauvaise représentativité du peuple par les élus, ça ne va pas s'améliorer, influence démesurée des lobbies, détournement de l'argent public. On est vraiment dans l'actualité, hein, vraiment. Le nombre d'affaires pendant ces 5 dernières années est effarant. Je ne vais citer que les principaux que tout le monde a bien en tête. Jérôme Cahuzac, Thomas Thévenoud, François Fillon, Bruno Leroux, il y en a pour tous les genres, et j'en passe. Je pense avoir, pendant 5 ans, dénoncé, à ma modeste échelle de député nouvellement élu, député de province, hein, comme on dit souvent à Paris, dénoncé, mais toujours en prenant ma part, ces dérives de notre système politique. En demandant depuis plus de 4 ans, et ça a été rappelé par les personnes qui sont montées ici sur l'estrade tout à l'heure, en demandant la suppression de la réserve parlementaire, en mettant en place le juré citoyen tiré au sort, en envoyant mes relevés de compte, les indemnités de frais de représentation, alors indemnités plus couramment appelées IRFM, mes frais de mission, quoi, en gros. J'ai envoyé tous mes relevés de compte à l'association pour une démocratie ouverte, et je suis la seule à l'avoir fait. C'est-à-dire qu'en fait, hein, j'ai envoyé mes relevés bancaires. Hein.
c'est de l'argent public, c'est votre argent, donc c'est normal que vous y ayez accès. Et puis, j'ai essayé avec mes maigres moyens de m'y opposer aussi, en votant des motions de censure à chaque utilisation du 49.3. Mais voilà, l'actualité nous rejoint toujours. Rebelote avec Richard Ferrand. Rebelote. Alors je ne sais pas si Richard Ferrand démissionnera bientôt ou pas. Ce que je sais simplement, c'est que le détournement d'argent public est condamné dans notre pays. Et j'espère que ce qui se passe aujourd'hui fera réfléchir tous les Français. Alors on parle de moralisation de la vie publique, c'était le nom du prochain projet de loi qui devrait être étudié dès le mois de juillet dans l'hémicycle et qui est en travaux, en débat dès maintenant, avec des choses positives dedans. Des choses pour lesquelles je me suis battue pendant 5 ans, donc c'est pas le moment de faire la fine bouche. Suppression de la réserve parlementaire, mais surtout contrôle de ces indemnités de frais de mandat, remplacées par des remboursements de notes de frais. Je précise que tous ceux qui connaissent les frais de mission et notes de frais, ça fonctionne comme ça, vous fournissez un justificatif. Mais à l'Assemblée, on ne fournit pas de justificatif. On est différents. Il faut nous faire confiance. Et si je m'achète une télé chez Darty à 5 000 €, il faut me faire confiance aussi. Donc, effectivement, il y aura des bonnes choses dans ce texte, normalement. Il manque aussi des choses. Il n'y a rien sur l'influence des lobbies, qui pour moi est une catastrophe dans mon travail de tous les jours. Et je peux vous assurer que depuis 5 ans, je vois les conséquences de l'influence des lobbies sur les textes de loi et sur le comportement même des députés à l'intérieur de l'hémicycle, comportement qui n'aurait jamais dû exister. Mais bon, cette loi-là, je la voterai sûrement, en y mettant quand même mon grain de sel, vous me connaissez quand même un petit peu, pour l'améliorer, pour faire des propositions, notamment, comme l'a dit Rémi tout à l'heure, Rémi T, les intimes, Rémi qui parlait de ce fonds, finalement, qui remplacerait la réserve parlementaire. Oui, j'espère, effectivement, comme il l'a dit, qu'elle pourra être gérée directement par des commissions de citoyens. Pourquoi pas de citoyens tirés au sort, mais oulala, j'ose quand même pas aller trop loin dans les propositions. Si les lois vont dans le sens de l'intérêt général, évidemment que je les voterai. Évidemment. C'est ça, la force d'une députée indépendante. Je n'obéirai pas à un parti qui me dirait aujourd'hui c'est comme ça, demain c'est autrement. Je voterai en fonction de l'intérêt général, en suivant les valeurs et le projet pour lequel j'aurais été réélue. Bon, j'avoue qu'à part le projet de loi moralisation de la vie publique, je ne sais pas s'il y en aura beaucoup d'autres que je voterai, si M. Macron applique la totalité de son programme, mais il faut toujours se laisser une porte ouverte. On verra bien, mais j'ai peur que ça risque de ne pas se reproduire très souvent. Alors maintenant, après ce constat, il y a quand même des choses à faire. Et il y a tellement de choses à faire que dans toute la France, il y a des gens qui se bougent. Vous avez vu tout à l'heure Xavier Herveau qui est intervenu, il est sur une circonscription quand même pas simple, emblématique, celle de Patrick Balkany, le plus corrompu de tous les corrompus, mais qui est quand même resté très longtemps à l'Assemblée, preuve que ce n'était pas forcément un critère. Et en France, des collectifs se bougent pour faire bouger justement ces pratiques démocratiques. Vous en avez un échantillon derrière moi. Des expériences aussi. Ce sont des gens qui essayent de faire bouger de la même façon. On a essayé de développer cette prise de contact avec la démocratie, d'expérimentation avec le jury citoyen. Eux, de leur côté, essayent de faire quelque chose, comme Ma Voix, la primaire.org, d'où est issue Charlotte Marchandise pour la présidentielle, ou bien tout simplement la relève citoyenne de Xavier Herveau et de tant d'autres. Et ce sont les initiatives de tous ces collectifs qui construisent chaque jour un petit peu plus une autre façon de faire de la politique, et qui finalement, je l'espère, s'imposera de façon à ce que la vieille politique, celle qui est verrouillée par les appareils des partis, et je ne critique pas les militants qui en font partie, parce qu'ils sont, je sais qu'ils sont nombreux dans cette salle, et je sais qu'ils sont nombreux aussi à mes côtés à vouloir un autre projet de société. Mais j'ai trop vécu et trop souffert de ce verrouillage des décisions politiques à l'intérieur de l'hémicycle
finalement, par les partis eux-mêmes. Et je crois que si mes collègues députés, de tous bords confondus, s'ils avaient voté en leur âme et conscience pendant toute la durée de ce mandat, nous n'en serions pas là aujourd'hui. Sur le terrain, il n'y a pas que les collectifs qui expérimentent une nouvelle façon de faire de la démocratie. Il y a les initiatives locales. Et les citoyens ne sont absolument pas en reste. Ils agissent à leur niveau. Et heureusement qu'ils n'attendent pas les politiques pour avancer et faire bouger les lignes. Ici, certains vont créer une AMAP, d'autres vont créer une école pour enfants polyhandicapés. D'autres vont essayer de se battre pour créer une monnaie locale. Pourquoi faire une monnaie locale? Pour relocaliser l'économie, pour que nous achetions à nos artisans locaux, à nos commerçants locaux, sans partir 200 km plus loin dans le futur Europa City, vous l'aurez compris. Ou tout simplement des citoyens qui créent des associations pour créer du lien et renforcer la solidarité. Toutes ces actions collectives sont formidables et une extrême richesse pour notre société. Mais ça pourrait aller tellement plus vite. Et c'est ça que j'ai pu ressentir aussi pendant 5 ans. C'est que finalement, au sein de cette majorité que j'ai très vite quittée, mais pas pour être dans l'opposition, pour être quelque part au milieu, mais ce milieu qui n'existe pas, qui n'est pas aujourd'hui visible à l'Assemblée, finalement, les élus ne sont pas facilitateurs, et ce sont les citoyens sur place qui ont le plus agi et fait bouger finalement notre pays. Et si, de temps en temps, les élus s'inspiraient pour écrire les lois de toutes ces initiatives innovantes qui font leurs preuves, et pour ceux qui connaissent le film Demain, vous comprendrez aisément à quoi je fais référence, eh bien ça marcherait bien plus, plutôt que de leur mettre finalement des bâtons dans les roues. Eh bien moi je veux continuer. Je veux continuer à prendre ma part, je veux continuer finalement à participer à ce mouvement d'intelligence collective. Cette intelligence collective qui était si chère à Jean Zay. Et merci Guillaume d'avoir parlé de 1936. J'adore reprendre cet exemple-là parce que Jean Zay était d'Orléans, comme moi, comme mon père. Et finalement, en 3 ans, il a fait un nombre de choses incroyables. Allez voir ce qu'a fait Jean Zay. Il n'a pas fait que le Festival de Cannes dont on parlait récemment, il n'a pas fait que les bibliobus ou créé le CNRS. Il a fait une année de plus à l'école. Il a fait confiance à l'intelligence collective. Il y croyait. Il y croyait dans notre pays et moi j'y crois aussi. J'ai pas envie de baisser les bras. Et tous ces mouvements citoyens, tous ces collectifs, j'adore cette représentation du poisson. Ça se comprend, c'est pas besoin trop de mots pour expliquer ce dessin. Il suffit de s'organiser. Il suffira de s'organiser avec tous ces collectifs pour que finalement, comme disait Fabienne tout à l'heure, ils ont l'argent, nous on a les gens. Oui, nous sommes les gens et nous sommes ceux qui, avec nos petits moyens, mais très nombreux, faisons finalement la société de demain. Je suis persuadée qu'une autre voie est possible. J'en suis sûre. J'ai pu expérimenter, j'ai pu voyager dans tout le pays. Dans cette circonscription aussi, Rémi et Marie-Thérèse le disaient, en tant que jury citoyen, ils ont vu à quel point les initiatives pleuvaient autour de nous. Il suffit d'ouvrir les yeux, de le voir et de les aider. Donc une autre voie est possible, et elle n'est pas seulement possible, très franchement, elle est indispensable. J'espère que nous serons de très nombreux députés dans la prochaine Assemblée, élus, des députés indépendants, comme Charlotte, comme Xavier, comme Nathalie Perrin-Gilbert et comme tant d'autres qui se présentent aujourd'hui. Députés indépendants, non assujettis aux partis politiques, pour défricher finalement cette autre voie du possible à vos côtés. Je sais pourquoi je me bats. Je remercie tous ceux qui sont montés à cette tribune, tous ceux qui ont témoigné, tous ceux qui témoignent depuis des semaines et des mois sur le compte de campagne. Je sais que je me bats pour ceux qui ne peuvent pas parler, qui n'osent pas parler, qui n'ont plus le courage, ceux qui se résignent, ceux qui ont complètement baissé les bras, et même finalement pour ceux qui aujourd'hui ne veulent plus aller voter. Je les comprends. Avec Guillaume, on a été sur le terrain, avec beaucoup d'entre vous, on a été sur le terrain, on les a vus
toutes ces personnes complètement désabusées, exclues du système, exclues de la politique de notre nouveau président. Ce cynisme, je ne veux plus le voir. Cette arrogance, cette façon de cacher la misère sous le tapis, de faire en sorte que les 14% de pauvres supplémentaires en 10 ans n'existent plus, ils ne sont plus là. On n'a plus besoin de s'en occuper. C'est bizarre parce que moi, depuis 5 ans, avec Sarah, Estelle, Julien, je les ai vus à la permanence. Donc je peux vous assurer que je sais vraiment pour qui et pourquoi je me bats. Et pour qui et pourquoi je continuerai à le faire. Avec les mêmes valeurs qu'au début. Avec les mêmes valeurs et les mêmes idées qu'en 2012. Je vous promets que je le ferai. Et s'il y a une phrase, alors j'ai déjà dit, mais on a les références qu'on peut. Moi, c'est Robin des Bois. Pas parce qu'il vole, hein, bien sûr, on l'a tous excusé, parce que Robin des Bois, il partage. Et dans le dernier film de Robin des Bois, il y a une phrase qui me motive à un point. C'est quand il dit « Rise and rise again until lambs become lions ». Dressez-vous, dressez-vous encore et toujours, jusqu'à ce que les agneaux deviennent des lions. Nous sommes des lions. Nous allons gagner le 18 juin prochain dans cette circonscription et sans doute ailleurs. Et nous allons leur montrer collectivement que nous pensons aux autres, que nous partageons et que nous sommes dans une société qui a décidé de n'oublier personne. Je vous remercie. Dire beaucoup de choses, mais il n'y a jamais assez de temps de toute façon. Je voudrais dire qu'une campagne électorale, ça ne se gagne pas seul. Ça ne se fait pas seul. Qu'il y a de nombreux bénévoles dans cette salle et ailleurs qui se mobilisent depuis des semaines, depuis des mois pour porter cette autre voix parce qu'ils y croient autant que j'y crois. Que parfois, quand j'ai pas le moral, c'est eux qui me le redonnent et parfois, quand c'est eux qui ne l'ont pas, c'est moi qui les rebooste un peu. Et je voudrais les remercier tous vraiment sincèrement parce qu'une campagne, c'est une aventure humaine, que j'ai rencontré des personnes fantastiques. Pendant cette campagne, il n'y a pas que moi suppléant. Je voudrais que Marie-Vonne vienne ici à côté de moi avec Guillaume. Marie-Vonne, je ne sais pas où tu es. Marie-Vonne qui est ma suppléante encore pendant quelques jours. Guillaume qui sera peut-être mon suppléant pendant longtemps. J'ai pas de questions à poser. Mais je veux pas que tu me poses de questions, Marie-Vonne. Je veux juste te dire à quel point j'ai été heureuse. Heureuse que tu m'accompagnes pendant 5 ans. Quand tu as accepté d'être ma suppléante en 2012, on était toutes les deux face à la terre entière. Les mecs. Ouais, parce que on n'était pas aidés. On n'était pas aidés en 2012. Il n'y avait peut-être pas autant de monde non plus. Mais on y croyait. Tu as été toujours là. Et c'est un peu une passation ce soir entre Marie-Vonne, la petite blonde, costaud, Et les jeunes. et Guillaume, un grand brun, costaud aussi. Et c'est vrai que je voudrais vraiment vous remercier tous de tout le travail que vous faites depuis des mois. Certains, je les connais depuis longtemps, d'autres que j'ai appris à connaître depuis quelques jours. Je sais que, quel que soit le résultat de cette élection, nous serons toujours là, parce que nous allons dans la même direction et que nous le faisons avec le même esprit de joie et de partage. Et je veux vraiment vous remercier, vraiment, du fond du cœur. Merci.
ne suis pas professeur des écoles, mais vous allez avoir l'occasion de repartir avec des devoirs à faire, si vous le voulez bien, comme disait Lucien Jeunesse. Vous avez l'emblème de la campagne, c'est le colibri. Alors je suis pas revenue sur l'histoire du colibri, sur la légende, parce que je considère que tout le monde la connaît, mais peut-être pas. Donc je vais en remettre une couche avant de redonner la parole à Fabienne. La légende du colibri, c'est celle de Pierre Rabhi. Le colibri qui essaye d'éteindre un incendie en faisant des allers-retours dans la savane, entre la rivière et l'incendie. Et puis le singe lui dit « Mais tu fais quoi là, toi le petit colibri ?» Et le colibri lui répond « Ben moi je fais ma part. » Et si on est tous là ce soir, c'est parce qu'on a tous fait notre part et qu'on compte bien continuer à le faire. Et donc si vous voulez continuer à convaincre dans les jours qui restent, le premier tour c'est dimanche et le deuxième c'est la semaine prochaine, vous pouvez prendre un petit colibri que des mains agiles et douces ont découpé pour vous, prendre des petits colibris, 2, 3, et puis écrire un mot derrière, il y a de la place, puis il y a la belle photo de Guillaume, c'est vendeur. Et puis donner finalement ce colibri à quelqu'un en lui disant voilà, moi je suis convaincue qu'Isabelle Attard c'est la solution. Ça fait très commercial. Mais voilà, si tu veux te rendre compte par toi-même, si tu veux en savoir plus, bah, va regarder ce qu'elle a fait, va regarder ce qu'elle dit, et va regarder ce qu'elle a écrit. Donc repartez avec des petits colibris si vous le voulez, et donnez-les autour de vous, et puis vous verrez, ça portera bonheur. Et porte-bonheur, j'en ai eu beaucoup dans cette campagne, et je les oublierai jamais. Voilà, c'est fini pour moi, pour maintenant, hein. Pas pour la suite. Merci à tous, merci à tous les bénévoles qui nous aident depuis des mois. Il faut... Oui, il faut y croire, Marie-Vonne, il faut y croire. Et je continuerai, je lâche jamais. Moi, je suis y croire, mais il faut que les autres... Mais oui, vous le croyez. Bon. Donc merci à tous, et Fabienne, on te rend la parole. Bon, alors vous l'avez bien compris, hein, dimanche, votez et faites voter pour Isabelle Attard. Moi, j'aurais qu'une chose à rajouter face aux démocraties en perdition, face au régime autoritaire en menace. George Orwell disait que leur intérêt n'était pas de convaincre, mais uniquement de décourager les esprits, pour que les gens pensent que, en fait, il n'y a pas grand-chose à faire, on ne peut pas agir. Ben, moi, je pense que Isabelle Attard, c'est l'antidote, je vais y arriver, au découragement des esprits, et merci pour ça, parce que c'est pas tous les jours facile, non plus, de se dire que on fait sa part et qu'il faut continuer. Donc merci Isabelle, on va continuer avec toi. Et en attendant, ben, c'est l'heure de Strincel-Gosier, en toute convivialité et en musique, parce qu'il va y avoir un petit concert. Et puis, pour ceux qui n'auraient pas encore fait et qui auraient envie d'apporter leur soutien, dans le hall d'accueil, il y a une possibilité de faire une petite photo, une petite vidéo, de dire un petit mot en soutien à Isabelle Attard, comme vous en avez déjà vu sûrement sur son site internet. N'hésitez pas, parce que ces témoignages-là, ce sont de véritables perles. C'est aussi ce qui fait que le moteur de la candidate continue à tourner inlassablement pour défendre ce en quoi on croit tous. Merci Isabelle, tu mérites vraiment une standing ovation. Et puis allons tous boire un coup.